1793, mais en fait, il y a déjà des mesures d'exception qui sont prises dès le printemps, comme la création du tribunal révolutionnaire, comme l'institution du comité de surveillance, comme la création du comité de salut public, etc. Mais disons que ce système se met en place peu à peu, à partir de l'été 1793 essentiellement, et Robespierre est au cœur de celui-ci, puisqu'il est membre du comité de salut public, qui est un ensemble de députés, une douzaine de députés, qui ont en charge la grande politique du pays. Et c'est ce comité de salut public, avec un autre comité composé lui aussi de députés, le comité de sûreté générale, qui va mener la politique en l'an 2, la politique en 93-94, cette politique de salut national, qui va aussi passer par la volonté d'élimination de tous les ennemis politiques intérieurs, à l'intérieur des frontières. Alors pour comprendre ce que veut mettre en place comme politique Robespierre, il y a une citation qu'on retrouve dans le carnet qu'il tient pendant l'hiver 93-94. Il écrit ceci. Il écrit 4 points essentiels du gouvernement. Premièrement, subsistance et approvisionnement. Deuxièmement, guerre. Troisièmement, esprit public et conspiration. Quatrièmement, diplomatie. Tous les jours, il faut se demander dans quelle situation se trouvent ces 4 choses. Voilà ce qu'il écrit. Donc, les 4 choses, c'est subsistance, guerre, esprit public, diplomatie. On voit que le programme politique, qui est celui du comité de salut public, auquel appartient Robespierre, est un programme politique très large. Aujourd'hui, et depuis le XIXe siècle, on rassemble tous ces éléments derrière un mot, qui est le mot de terreur, avec un T majuscule. Le T majuscule, il apparaît au début du XIXe siècle. On voit bien que la notion est une notion réductrice, finalement. On a ici une politique qui est mise en place qui est beaucoup plus large que ce à quoi peut faire référence la terreur. La terreur, c'est effectivement l'élimination des complots, l'élimination des ennemis de la Révolution, etc. Mais là, on a une politique qui est beaucoup plus large. Et on peut s'intéresser un peu justement à l'usage du mot terreur chez un homme comme Robespierre. Pour Robespierre, le mot terreur, il a un sens. La terreur, pour lui, il l'associe très souvent à la justice révolutionnaire. La terreur, c'est la terreur des ennemis de la Révolution. Et cette terreur des ennemis de la Révolution, elle est provoquée par la justice d'exception. C'est une terreur réplique. C'est une terreur pour répondre à la terreur. Il y a la guerre intérieure. Pour faire cesser la guerre intérieure, il faut faire peur à ceux qui font la guerre à la République. Et il faut mettre en place une terreur contre les terroristes. Il le dit, par exemple, à l'été 1793, avec cette phrase, que les scélérats, en tombant sous le glaive de la loi, apaisent les mânes de tant d'innocentes victimes, que ces grands exemples anéantissent les séditions par la terreur qu'ils inspireront à tous les ennemis de la patrie. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé à la fin du mois d'août 1793, qui est la terreur à l'ordre du jour. Que la terreur soit mise à l'ordre du jour. C'est un mot d'ordre qui est lancé par les militants parisiens, que Robespierre ne va jamais reprendre. Il préfère parler de justice. Alors attention, qu'on se comprenne bien, la justice en 93, fin 93, pour un homme comme Robespierre, membre du comité de salut public, comme pour beaucoup d'autres, c'est une justice qui peut être terrible, bien sûr. La justice, ce sont des lois d'exception. C'est le tribunal révolutionnaire, c'est la loi des suspects, c'est l'élimination physique des ennemis de la République. Robespierre, là-dessus, ne transige pas, il est d'une fermeté qui est tout à fait implacable. Mais en même temps, il considère que cette terreur doit se reposer sur les lois, qu'elle doit reposer sur des textes, suivre des procédures, et ne toucher que les ennemis de la République. La terreur, telle qu'il la conçoit, c'est une arme politique. Une arme politique, comme est une arme politique la presse, comme est une arme politique l'armée. Ces 3 éléments-là sont des éléments qui sont complémentaires pour lui. On va combattre par les mots, on va combattre par la guillotine, on va combattre par les armes. Et c'est une position qu'il va garder pendant quasiment tout l'an 2, tout l'hiver 93-94 et le printemps 94. Il y a cependant un moment où son discours va s'infléchir. Et c'est le grand discours du 5 février 1794 qui est très connu parce que c'est un discours qui rapproche 2 notions, qui rapproche la notion de vertu et de terreur. Et ces 2 notions sont très souvent associées chez Robespierre. On dit Robespierre, la terreur et la vertu. Bon, ça fait penser notamment à un film de Cellule Lorenzi des années 1960, un très beau film. Cette notion de terreur et de vertu doit être bien comprise. Et pour être comprise, il faut citer Montesquieu. Montesquieu, tel que le cite Robespierre.
En 1792, Robespierre présente la théorie des gouvernements de Montesquieu de la manière suivante. Il écrit « Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouvernement républicain. » Donc pour Montesquieu, la République, c'est un type de gouvernement et ça fonctionne selon la vertu publique, c'est-à-dire que les hommes doivent être désintéressés, être prêts à servir l'État pour que la République fonctionne. L'honneur, celui de la monarchie, parce que la monarchie, elle fonctionne avec une caste privilégiée, la noblesse. La terreur, celle du despotisme. Le régime despotique, c'est un régime d'un seul qui gouverne pour son intérêt propre. Et Montesquieu écrit que ce régime fonctionne avec la crainte. Robespierre lui écrit que ce régime fonctionne avec la terreur. À partir de là, le discours du 5 février 1794 prend tout son sens. On peut relire le texte. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison comme despote. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté, et vous aurez raison comme fondateur de la République. Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Si l'on convoque Montesquieu, Montesquieu n'est pas cité, hein, mais souvent les textes à l'époque de la Révolution citent volontiers Rousseau. Quand on emprunte à Rousseau, on dit Rousseau a dit. Quand on emprunte à Montesquieu, on dit simplement ce qui est emprunté à Montesquieu, mais on ne dit pas Montesquieu a dit, parce que Montesquieu a une odeur, bon, c'est un parlementaire, c'est un noble, il n'est pas aussi facile à convoquer dans le débat politique, surtout en 93-94, que Rousseau ou que Mably. Reste qu'on s'y réfère parce que ce sont des juristes, tous l'ont lu et tous ont une profonde estime pour ce qu'il a écrit. Alors ce qu'explique ici Robespierre finalement, et c'est ce qui fait justement tout l'intérêt de ce texte, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie politique à inventer. Il y avait la catégorie politique de la République, il y avait la catégorie politique de la monarchie, la catégorie politique du despotisme, et bien il y en a une nouvelle. C'est le despotisme de la liberté. Et le despotisme de la liberté, c'est la République en devenir. C'est le passage vers cette République. Et cette République en devenir, elle est donc républicaine et elle doit se reposer sur la vertu, parce que le principe de la République, c'est la vertu. Mais elle doit aussi se reposer sur le principe de la crainte, de la terreur, dit Robespierre, parce que c'est un despotisme de la liberté. Mais il précise bien, ce despotisme de la liberté, ce n'est pas le despotisme des tyrans. C'est un despotisme qui ne frappe pas les citoyens, qui frappe uniquement les ennemis des citoyens. Et on est là, en fait, dans un discours qui est profondément politique. Il est en train de définir une nouvelle catégorie politique qui s'ajoute à celles qui ont été définies par Montesquieu. On est ici dans un discours qui cherche à donner un autre sens au mot terreur et qui cherche à s'éloigner finalement des deux éléments du débat qui étaient nés dans les mois précédents. Ce que veut dire Robespierre, c'est que la terreur à l'ordre du jour, non, ce n'est pas une solution. Mais ce qu'il veut dire aussi, c'est que ceux qui rejettent la terreur en comparant cette terreur avec le despotisme, comme le fait par exemple Camille Desmoulins, ce n'est pas non plus la solution. Il ne faut pas aller vers plus de terreur, il ne faut pas aller vers moins de terreur, il faut continuer sur la même ligne. Il ne faut donc pas suivre ceux qu'il appelle les citras et ceux qu'il appelle les ultras. Les citras, c'est ceux qui veulent moins de révolution. Les ultras, c'est ceux qui veulent plus de révolution. Il ne faut pas suivre ni les indulgents, ni les hébertistes. Il les renvoie dos à dos. Camille et Hébert, dit-il en janvier, ont également des torts à mes yeux. Il veut une ligne qui soit une ligne du juste milieu, ni les hébertistes, ni les indulgents. Et dans ce discours, il propose une voie moyenne qui évite ce qui commence à apparaître, c'est-à-dire la guerre des factions. Et ce qu'on appelle les factions à l'époque, ce sont des groupes politiques qui n'ont aucune légitimité, parce qu'une faction, c'est un groupe politique qui voit la politique en fonction de ses intérêts et qui veut faire triompher des intérêts individuels contre les intérêts collectifs. Et pour les hommes de l'époque, la République, c'est une République avec simplement le sens de l'intérêt général qui doit guider les hommes. Et tout parti est déconsidéré par principe, c'est une faction. Et on est là à un moment où la lutte des factions est en train de prendre forme, mais elle n'a pas encore eu lieu, elle va avoir lieu dans le mois suivant.
en mars et en avril, les hébertistes d'abord vont être arrêtés et vont être exécutés. Les indulgents ensuite, dont Camille Desmoulins, un ami proche de Robespierre, il connaît bien Camille et Lucille Desmoulins, il a été témoin à leur mariage, il va souvent chez eux, il connaît leur petit garçon, Horace, qui le prend parfois sur ses genoux, eh bien il va voter au comité de salut public et au comité de sûreté générale. Les deux comités sont réunis pour prendre cette décision, qui est une décision terrible à prendre. Il va accepter d'envoyer à la guillotine Danton, dont il est proche également, même s'il n'est pas véritablement un ami de Danton, Desmoulins et tous les autres. Et il y a là un moment tragique de ce printemps 1794 qui s'explique chez Robespierre par la volonté de trouver une voie politique qui soit une voie unanime. L'idéal en ce printemps 1794, c'est que tous les républicains marchent dans le même sens. Pour ces hommes qui sont encore une fois à la fois en révolution et en guerre, il n'y a qu'un chemin pour arriver à la réalisation de l'intérêt général. Et toute dissidence politique est jugée comme criminelle. L'élimination des hébertistes, Robespierre l'accepte assez facilement, les hébertistes étaient prêts à se soulever contre la Convention nationale, dénoncer les modérés qui étaient au pouvoir, on les élimine sans trop de difficulté. Il y a eu beaucoup plus d'hésitation pour mettre en jugement Danton, Desmoulins et les autres. Et le 5 avril 1794, lorsque ces hommes vont à la guillotine, et ici vous avez un portrait qui est pris sur le vif de Danton allant à la guillotine, il y a sans doute un drame qui se joue. En tout cas, c'est ainsi que l'ont vu beaucoup d'auteurs, je pense notamment à Michelet au XIXe siècle, qui dramatise énormément cela. Je pense également à une très belle pièce de théâtre de Romain Rolland, Robespierre, qui commence justement par cette scène. Je vous lis quelques échanges qui ont été imaginés par Romain Rolland, qui commencent donc par cette scène où, sur les charrettes, ces hommes sont envoyés à la mort, et notamment, il met en scène, bien sûr, Danton et Desmoulins avant tout. Ça se passe dans la rue Honoré, à l'époque, la rue Saint-Honoré aujourd'hui, c'est là qu'habitent les Duplay, qui logent Robespierre, et les charrettes qui vont sur la place de la Révolution, la place de la Concorde aujourd'hui, passent nécessairement dans cette route, puisque la rue de Rivoli n'est pas percée à l'époque. Donc on a ces charrettes qui passent là, et qui vont conduire les condamnés sur la place de la Révolution. Et Romain Rolland écrit ceci. Duplay, Maximilien, tu as été malade, tu es encore souffrant, viens dans ta chambre, ne reste pas ici, ce n'est pas ta place. Robespierre, laisse-moi, Duplay, je veux être là, je n'y ai, tu le sais, aucun plaisir, mais je ne dois pas fuir. La voix de Danton, mugissant. Robespierre, Robespierre se dresse tout droit. La voix de Danton, tu es là, tu te caches, assassin. Alors je passe quelques passages. La voix de Danton s'éloignant. Robespierre, j'ouvre la fosse, tu m'y suivras, à bientôt. Robespierre, fermement, à bientôt, soit. Bon, on a une scène là qui est bien sûr une scène écrite par Romain Rolland, dans toute sa série de pièces sur la Révolution française. Une scène qui est très forte, comme beaucoup d'autres scènes de cette pièce de théâtre, mais qui est sans doute franchement romancée. Quand on regarde ce qui s'est véritablement passé, on s'aperçoit que le soir même de l'exécution de Danton, Desmoulins, Robespierre va au club des Jacobins. Il demande qu'on parle de ce qu'il appelle la conjuration, et il assume tout à fait ses choix. Et pour lui, Danton, c'était une branche pourrie, pour reprendre une expression qu'il avait employée, et il fallait donc passer par l'élimination de ces hommes-là, sans état d'âme, et il accepte effectivement la disparition de ces hommes. Alors,